Pétrole et métaux industriels, mes stratégies techniques et géopolitiques. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex où nous allons passer en revue le cours du pétrole, le cours du cuivre et de manière générale les métaux stratégiques liés à l'actualité géopolitique du moment. Alors attention. Dans cette vidéo, je vais scénariser, je vais me projeter. Bien sûr, je ne fais aucune projection géopolitique, notamment autour du dossier vénézuélien, mais aussi du dossier du Groenland. Le Groenland est un État danois autonome, mais simplement imaginons un petit peu que, par hasard, les États-Unis s'impliquent davantage sur le plan économique dans le territoire du Groenland. Quelles conséquences pour le S&P 500? Quelles conséquences pour les secteurs du S&P 500? C'est quelque chose dont nous allons parler dans cette nouvelle vidéo pétrole et métaux industriels, car oui, il y a aussi un autre débat en 2026, alors qu'en 2024, alors qu'en 2025, les métaux précieux ont écrasé les métaux industriels. Pour les métaux précieux, je vous renvoie vers mon Fast and Forex de la semaine dernière, avec un titre « L'arbre est proche du ciel ». Bon, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, naturellement, mais là, je ne retraiterai pas du sujet des métaux précieux, enfin si, mais de manière indirecte, dans leur rapport relatif aux métaux industriels. Et en particulier la star des métaux industriels en termes de volume, en termes d'implication institutionnelle, le cours du cuivre, qui lui aussi a fait un nouveau record historique ce début d'année. Et je pense, d'ailleurs je vous donne directement en avant-première, ma stratégie 2026, c'est long métaux industriels, short métaux précieux. Attention, je n'ai pas dit vendre les métaux précieux. C'est une stratégie de long short, une stratégie relative, un long short. C'est-à-dire que j'estime que cette année, les métaux industriels, pour 1000 raisons techniques et fondamentales, vont surperformer les métaux précieux. Je répète, une stratégie de long short, long métaux industriels, short métaux précieux, ce n'est pas dire que l'or va s'effondrer, c'est dire que les métaux industriels vont surperformer le cours de l'or. Voilà, donc nous allons parler de plein de sujets, et bien sûr le sujet du pétrole, avec comme d'habitude les collapsologues pris à revers, puisque les collapsologues envisageaient encore, vous savez, ceux qui anticipent une seconde vague d'inflation depuis 1000 ans, qui là attendent le jour un pétrole à $200, et en lien avec les événements de début d'année, le bruit, certes, qui s'est fait de plus en plus fort, géopolitique autour du Venezuela. La structure technique baissière du cours du pétrole en place depuis fin 2023, la structure technique baissière du prix du pétrole en place depuis fin 2023. Oui, la structure technique baissière du pétrole en place depuis est toujours active. Vous savez que les traders institutionnels, selon le dernier Cote Report, sont même net vendeurs du prix du pétrole, alors qu'au contraire, ils sont largement net acheteurs du cours du cuivre. Que se passe-t-il? Pourquoi? Les raisons sont simples, elles sont fondamentales, elles sont du côté de l'offre et de la demande, elles sont du côté d'un excès d'offres, record historique de la production de pétrole américaine, l'OPEP qui a réouvert le robinet, vous le savez, et plein d'autres sujets. Alors, pétrole et métaux industriels, mes stratégies géopolitiques, le rapport entre les métaux industriels et les métaux précieux, bien sûr, le marché action américain, les secteurs, les entreprises, c'est très bien tout ça. Alors, on va scénariser, partons du principe que les États-Unis s'impliquent dans le développement à long terme du Groenland. On va dire des choses comme ça, de manière simple. Oui, ils ont les moyens de développer le territoire. Quels sont les secteurs qui vont en profiter, en lien avec quels métaux industriels, sachant que la plupart de ces métaux industriels sont cotés en bourse, mais de manière extrêmement peu liquide. Rien à voir, vous savez, les métaux qui ont vraiment beaucoup de volume en bourse, c'est le cuivre, l'or, l'argent, le platine, le palladium. Oui, il y en a bien d'autres qui sont cotés en bourse, mais je vous parle en termes de volume et en termes d'implication de la haute finance. Par contre, tous ces autres métaux où il y a moins de volume en bourse, ça impacte l'industrie concrète, les entreprises industrielles. Et alors justement, on va passer en revue certains secteurs du S&P 500 qui me semblent intéressants. Donc là, c'est un mix Fast and Forex Top Gun, mais quand même, il faut bien faire le lien à un moment ou à un autre. Je ne peux pas laisser des cloisons étanches. Donc première partie, pétrole baissier malgré le Venezuela. On va voir les choses de manière très simple sur le plan technique, sur le plan fondamental. Deuxième partie, le pétrole reste un facteur de désinflation.
Cette semaine, vous avez eu la mise à jour du CPI et du PPI, le pétrole reste un facteur de désinflation, sans souci. Par simplement un facteur mathématique d'une base de départ, sa valeur maintenant et sa valeur il y a un an. On va regarder plus précisément les choses dans le CPI. Troisième partie, cuivre. Je refais un point sur donc le nouveau record depuis le début d'année, un marché qui monte en crabe technique, les signaux haussiers, et puis aussi le positionnement institutionnel qui est intéressant. Quatrième partie, ça c'est ma stratégie donc, que je vous propose pour cette année, surperformance des métaux industriels sur les métaux précieux. J'ai un argument pour ça, un gros ratio extrêmement suivi par la haute finance, je vais vous en parler, mais surperformance des métaux industriels sur les métaux précieux. Cinquième partie, c'est là où on va faire un peu de la prospective, on va scénariser les choses sur le plan géopolitique, en ne remettant en cause absolument rien et la souveraineté d'aucun pays. Simplement partons du principe que l'économie américaine s'implique un peu plus dans ces territoires. Point final. Du coup, Groenland, Venezuela, quel secteur du S&P 500 regardez. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Forum. Les métaux industriels, mais stratégie géopolitique. Je déclare la session ouverte. Donc laissons le rideau s'ouvrir tranquillement et comme au théâtre, bien déployons le plan de cette émission. Donc 5 parties, je viens de vous les donner à l'oral. Première partie, pourquoi le pétrole reste baissier malgré les événements au Venezuela. Le pétrole sous 65-70 $ reste un fort facteur de désinflation. Cuivre, les signaux techniques haussiers, je fais aussi un passage en vue du positionnement institutionnel. Ma stratégie 2026, métaux industriels versus gold, je fais le choix des métaux industriels. Je n'ai pas dit que je shortais le gold, soyons clairs, mais je fais le choix des métaux industriels d'un point de vue relatif. Cinquième partie, là on va scénariser en remettant en cause la souveraineté de personne, Groenland, Venezuela et métaux. Quel potentiel, quel secteur pour le S&P 500, c'est là où je fais un peu la jonction Fast and Forex et Top GAN. Pourquoi le pétrole reste baissier malgré les événements au Venezuela? Là encore, les choses sont simples. Le marché des matières premières est régi par l'offre et la demande. C'est une question d'équilibre. Et en dépit des événements géopolitiques de ce début d'année 2026, le prix du pétrole en bourse a conservé sa structure technique baissière. Déjà, commençons par ça. Commençons par le commencement. Effectivement, vous avez sous les yeux un graphique qui représente les bougies japonaises en données mensuelles du cours du pétrole. Et ça permet de prendre du recul. Le prix du pétrole est même en tendance baissière depuis juin 2022. Mais pour ce qui nous concerne, le mouvement dominant moyen terme a commencé ici, après le rebond, donc fin 2023. Et nous sommes depuis en tendance baissière. Notez d'ailleurs que cette tendance baissière a été confirmée en 2025 par le basculement du prix du pétrole sous le niveau des 65 $. Les 65 $ étant ici le niveau avant le chute de la crise sanitaire, niveau qui fit support de 2021 à 2024 avant d'être brisé, et donc cette tendance baissière se poursuit. Un autre graphique ici, donc avec les bougies japonaises hebdomadaires, pour prendre conscience de cette tendance baissière en place depuis la fin de l'année 2023, extrêmement bien construite, et donc un marché qui, sous cette résistance des 65 $, 65 $ étant le prix ici en janvier 2020 avant la chute et le pétrole négatif de la crise sanitaire, reste en tendance baissière. Et effectivement, donc, vous le constatez comme moi, si vous prenez les événements de début d'année, eh bien, il n'y a pas eu d'envolée du cours du pétrole. Et cette dynamique baissière bien construite qui alterne impulsion baissière, petit rebond technique, impulsion baissière, rebond technique, impulsion baissière, se poursuit. Alors, est-ce que le pétrole finira par rejoindre cette cible dont je parle depuis longtemps, que j'ai positionné ici à un A égale C à 53 $? Nous verrons. En tout cas, si vous reprenez ici le graphique en données hebdomadaires, eh bien, il y a ce niveau des 53 $ et puis il y a le niveau des 50-51 $ qui correspond à ce niveau horizontal ici. Alors, au stade actuel, donc, le pétrole conserve cette dynamique de fond baissière. Dynamique de fond baissière qui est d'ailleurs assez largement entretenue par la finance institutionnelle. Les traders institutionnels qui sont même passés net vendeurs selon les toutes dernières données du rapport Commitment of Traders. J'arrive, je vais répondre à la question, ça arrive. On commence donc simplement par une observation et par quelques éléments techniques. Et lorsque vous regardez donc le rapport Commitment of Traders, donc, qui est un rapport édité par la CFTC, le régulateur américain des contrats futurs, qui permet de voir semaine après semaine comment se positionnent les institutionnels sur beaucoup de marchés d'ailleurs. Et donc je vais chercher l'énergie
et le prix du pétrole, eh bien, ce que l'on observe donc, c'est que cette haute finance, eh bien, vous avez ici en orange l'histogramme des positions short, oubliez le vert, on s'en fout, en bleu l'histogramme des positions longues, en jaune la position nette, le niveau de 0 est ici, oui, la position nette est passée légèrement baissière, bon, elle est à l'équilibre, mais tout ça pour dire que vous pouvez observer que depuis le milieu de l'année 2025, les institutionnels ont assez significativement augmenté leur exposition short au prix du pétrole. Quand bien même, et ça je ne vous apprends rien, mais on ne parle pas de géopolitique ici, l'actualité géopolitique vous l'avez à la télé, vous l'avez dans la presse, vous l'avez où vous voulez. Mais vous la connaissez comme moi. Encore une fois, prenez une machine à voyager dans le temps, revenez 4 ans en arrière, décrivez à un homme du passé tout ce qui va se passer sur le plan géopolitique, demandez-lui son scénario sur le pétrole, il va vous dire $150. Mais en fait, on est à 60, pas 150. Voilà, donc la haute finance, elle ne s'est pas trompée, puisqu'elle a régulièrement augmenté son exposition short au prix du pétrole, et les événements de début d'année n'ont pas changé la donne, en tout cas au stade actuel. Alors, est-ce que les choses sont compliquées à comprendre? Non. C'est l'abondance de l'offre mondiale qui est la raison de cette baisse continue, lente, avec une alternance d'impulsion de rebond. Il y aura toujours des rebonds du prix du pétrole. Mais tant qu'il ne dépasse pas de résistance majeure, tant qu'il ne dépasse pas $65, retenez ça, tant qu'il ne dépasse pas 65-70, sa tendance de fond reste baissière. La tendance en place depuis fin 2023. C'est quand même une tendance de moyen long terme, plusieurs semaines, plusieurs mois. Tant qu'on reste sous ce niveau, la tendance reste baissière. Et c'est l'abondance de l'offre mondiale. L'OPEP, qui a réouvert le robinet de la production de pétrole depuis le début de l'année 2025, notamment l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, qui a augmenté sa production de pétrole de 9 millions de barils jour à maintenant elle redépasse les 10 millions de barils jour. Rappelez-vous, la production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils jour. J'arrondis, c'est 105. 100 millions de barils jour. La production américaine de pétrole est sur son record historique, 22 millions de barils jour. Les États-Unis, c'est la production de pétrole de l'Arabie Saoudite plus la production de la Russie, puisque la production de pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est 10 millions de barils jour, la production de pétrole de la Russie, c'est 10 millions de barils jour, les States, c'est 22 millions de barils jour, ils mettent tout le monde à l'amende. Donc, cette production de pétrole qu'augmente aux États-Unis, qu'augmente au Canada, qu'augmente au Brésil, qu'augmente en Argentine, et en plus de ça, vous ajoutez l'OPEP qui a réouvert son robinet de production de pétrole, il est logique que nous ayons une tendance de fond qui reste baissière sur le prix du pétrole. Alors, pourquoi est-ce que le Venezuela n'a pas causé de changement à ce positionnement fondamental? Parce que ça pèse rien, le Venezuela. Alors attention. Il y a deux choses. Il y a le flux et les stocks. Le marché réagit à court terme au flux. Le Venezuela, c'est 0,9%. Je pars du principe que la production mondiale de pétrole est de 100 millions de barils jour. 100 millions de barils jour. L'Arabie Saoudite est à 10 millions de barils jour. Vous voyez ? Le Venezuela, 0,9. 0,9. Donc, moins de 0,9% de la production mondiale de pétrole. D'autre part, en plus, là, la situation semble être sous contrôle. Je ne rentre pas dans le détail géopolitique, mais ça semble être sous contrôle. Mais dans l'absolu, voilà, le Venezuela ne passe pas grand-chose. Par contre, en termes de stock, oui, le Venezuela a les réserves de pétrole prouvées, les plus importantes du monde, 303 milliards de barils, 18% des réserves de pétrole prouvées du monde. L'Arabie Saoudite, c'est 16%, le Canada, c'est 10%. D'ailleurs, ce tableau, je pense, suffit à lui-même pour expliquer pourquoi l'administration Trump semble intéressée par le Venezuela, mais aussi parfois le Canada. Pourquoi ? Il faut se poser la question, finalement, pourquoi les États-Unis sont intéressés par le Venezuela, le Canada, le Groenland. Bon. Ce sont les réserves prouvées. Alors, le Groenland n'apparaît pas ici parce que le problème, c'est que c'est sous la glace et qu'un jour, la fonte des glaces, peut-être qu'on pourra prouver. Mais en tout cas, le potentiel du Venezuela est énorme, mais en termes de flux actuel, pas suffisant pour changer la donne. Donc,
la tendance du prix du pétrole reste baissière, tant qu'on se maintient sous la résistance des 65-70 $. Et d'ailleurs, tant que le prix du pétrole se maintient sous les 65-70 $, cela reste un fort facteur de désinflation. Donc l'énergie, retenez que de manière directe et indirecte, ça pèse environ 10 à 12% du calcul des taux d'inflation, que ce soit le CPI ou le PCE. Ici, dans le CPI, vous avez des choses intéressantes. Vous avez actuellement la contribution de l'énergie, du prix de l'essence à l'inflation. C'est globalement zéro. Actuellement, à sa valeur actuelle, le prix de l'énergie, le prix du pétrole, le prix du gasoil, le prix à la pompe aux États-Unis, il y a une forte corrélation entre l'évolution du WTI et le prix à la pompe aux États-Unis. C'est zéro. La contribution est même légèrement négative. Donc oui, tant que le prix du pétrole se maintient sous ces 65-70 $, sa contribution à l'inflation est négative. D'ailleurs, c'est simple, nous sommes en janvier 2026, prenez la valeur du prix du pétrole en janvier 2025, vous voyez bien que le pétrole s'inscrivait autour des 75-80 $. Donc tout ce qui est en dessous de 75-80 $ fait que là, le pétrole a une contribution à la désinflation, une contribution négative au calcul de l'inflation. Le cuivre XCUUSD, a fait un nouveau record historique et les institutionnels sont à l'achat. Donc là, on va rentrer davantage dans le sujet des métaux industriels et aussi la comparaison avec les métaux précieux, puis après on parlera des indices sectoriels du S&P 500 qui sont concernés par tout ça. Oui, je pense que cette année, selon moi cette année, le cuivre battra l'or. Quand je dis que le cuivre battra l'or, le cuivre va pas rattraper le prix de l'or, mais le cuivre d'un point de vue relatif aura une meilleure performance que l'or. C'est mon scénario, on fait le point en décembre prochain. Mais j'estime que, voilà, on prend le point de départ le 31 décembre de l'année dernière, et on fait le delta au 31 décembre de l'année donc de 2026, j'estime que le cuivre aura une meilleure performance que l'or. Alors déjà, avant de regarder les choses sur l'aspect relatif, regardons les choses d'un point de vue absolu. Le cuivre, c'est une belle tendance haussière. Une tendance haussière, alors on parle d'un mouvement en crabe. Il y a régulièrement des retours. À chaque fois qu'on atteint le sommet, on revient. Mais ça repart. Donc attention à court terme. Le marché est en surachat, vient de faire un nouveau record historique. Test. On voit bien systématiquement quand il teste son ancien record. D'abord, il y a un rejet. Il teste l'ancien record, il passe un peu au-dessus. Il y a un rejet. Et là, on teste l'ancien record, il peut y avoir un retracement en direction des 5,20, 5,40, mais derrière, ça repartira. Il y a toutes les bonnes raisons fondamentales de voir la tendance haussière du cuivre se poursuivre cette année. D'une part, parce qu'il y a une contrainte d'offre, et puis la demande, elle est massive. L'électricité, c'est un conducteur électrique. C'est massif, notamment en termes d'utilisation dans les centres de données d'intelligence artificielle, mais pas que. Et derrière, il y a une contrainte d'offre. Il y a une contrainte de production minière. Et vous avez une demande qui explose. Donc structurellement, fondamentalement, dans le rapport offre-demande, structurellement, là, il y a une différence avec le pétrole. La tendance du cuivre est bullish. À cela s'ajoute le positionnement institutionnel. Donc, je vais retenir ici sur le site du Cote Report. Et vous allez voir, c'est intéressant de voir qu'il y a eu un effondrement des positions short institutionnelles et une explosion des positions longues, l'histogramme bleu par rapport à l'histogramme orange, sachant que l'histogramme bleu, les positions longues, ont encore de l'upside par rapport à son record historique. Donc je pense que là, il y a à la fois de l'upside technique, et donc, alors, il y a des replis, le cuivre se repliera toujours, vous avez vu comment il monte en crabe, mais dans ces phases de repli, c'est une opportunité de se placer, parce qu'il y a vraiment les bonnes raisons fondamentales dans le rapport offre-demande, et en plus le positionnement institutionnel est favorable à la poursuite de la tendance haussière du cuivre avec encore du potentiel, selon les données du rapport Commitment of Traders. J'estime cette année, stratégie métaux industriels versus gold, le ratio pour une stratégie annuelle, j'estime que oui, les métaux industriels feront mieux que le gold. Les métaux industriels hyper liquides, il n'y en a pas 36 000, il y a le cuivre. Voilà. La meilleure façon de faire une analyse comparative entre l'évolution prospective des métaux industriels et du gold, c'est de créer un ratio. De créer un ratio entre le cuivre et le gold. Et de faire l'analyse technique de ce ratio, numérateur sur dénominateur. Si les signaux techniques sont bullish, le numérateur surperforme. Et inversement. Donc si là, il y a des signaux haussiers ou de renversement haussier sur le ratio cuivre-gold, c'est que le numérateur fera mieux que le dénominateur. Donc que le cuivre fera mieux que le gold. Donc ce que je vous propose, c'est tout de suite d'aller jeter un œil au ratio cuivre-gold.
Et ce ratio cuivre-gold, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, oh, incroyable, structure technique de renversement haussier de long terme. Donc, structure technique de renversement haussier de long terme, une belle compression en biseau. On est sur un bottom en 2009, bottom en 2020. On est revenu chercher le support. Systématiquement, des belles divergences de renversement haussier. Donc là, on a une pattern qui se répète. Nous sommes revenus chercher ça. Revenus chercher cette zone basse. Le marché présente une belle divergence haussière ici, et là vous avez même une structure en épaule tête épaule inversée. On est passé brièvement sur la trendline pour la réintégrer, ça c'est extrêmement bullish. Mais vous voyez qu'en Ichimoku, le vrai signal haussier, c'est lorsque l'on recroise à la hausse le Kumo. Recroise à la hausse le Kumo du système Ichimoku. Recroise à la hausse le Kumo du système Ichimoku. Donc je pense que là ça peut temporiser un peu, mais qu'au premier trimestre, on verra à un moment ou à un autre un croisement à la hausse du Kumo du système Ichimoku. Et ça permettra de viser cette zone-là, cette zone haute-là, sur le ratio cuivre-or. Ratio cuivre-or, XCUUSD sur XAUUSD, cuivre, gold, numérateur, dénominateur. Si les signaux sont bullish ou de renversement haussier avec des divergences haussières, c'est que le numérateur fait mieux que le dénominateur. Et ici, le numérateur, c'est le XCUUSD, le XCUUSD, c'est le cuivre. Donc oui, selon moi, d'un point de vue technique mais aussi fondamental, il y a beaucoup de bonnes raisons que le cuivre surperforme le gold sur l'ensemble de l'année 2026. Et enfin, on termine. Groenland, Venezuela et métaux du potentiel pour le S&P 500. Quel potentiel? Alors, je vous rappelle déjà que les actions du S&P 500 sont réparties au sein de 11 super secteurs. Consommation discrétionnaire, consommation défensive, santé, valeurs industrielles, valeurs de la tech, matériaux, immobilier, communication services, services publics, financiers, énergie. Donc les 500 valeurs sont réparties dans ces 11 super secteurs. Ces 11 super secteurs ont des poids différents. Par exemple, le secteur de la tech, c'est 34% du calcul du S&P 500. Les matériaux, c'est que 2%. Les valeurs industrielles, c'est 8%. Les valeurs de l'énergie, c'est 2,8%. Tout ça est très important. Et donc, ça permet de voir justement toutes ces thématiques géopolitiques, quel impact vraiment ça peut avoir sur le SP 500. Concrètement, les secteurs qui sont concernés, prenons par exemple l'exemple donc du Groenland, avec les ressources naturelles clés au Groenland. Encore une fois, le Groenland est un État danois indépendant, complètement souverain. Les États-Unis n'y sont pas, mais imaginons que les États-Unis s'impliquent davantage. Voilà toutes les ressources potentielles naturelles. Alors, il va falloir aller les chercher, hein. Ça va être énormément d'investissement, mais peu importe. Dans les secteurs qui reviennent le plus souvent, vous avez le secteur des matériaux. C'est logique, hypersensible à tous ces métaux industriels, notamment les terres rares, tous ces métaux rares, beaucoup moins liquides en bourse. Bien sûr l'énergie, mais l'énergie c'est le pétrole, gaz. Il faut faire attention au prix du pétrole qui va continuer de baisser. Mais naturellement, si les entreprises américaines devaient venir s'impliquer massivement dans l'extraction, la production, les volumes augmenteraient, ça leur ferait des revenus. Mais attention quand même à la baisse du prix du pétrole. Mais finalement, dans les secteurs qui reviennent le plus, alors la tech, oui la tech, et ça c'est du très long terme, le temps que les États-Unis arrivent à diversifier leur zone d'approvisionnement en terres rares. Mais dans les secteurs qui reviennent le plus souvent, ça reste quand même l'énergie et le secteur des matériaux. Donc, alors je reviens ici sur mon slide. Encore une fois, un territoire concerné, Groenland, Venezuela. Le Venezuela est un État souverain. Le Groenland est un État autonome danois. Aucun de ces deux territoires n'appartient aux États-Unis, peu importe. Mais partons du principe que, vous êtes d'accord avec moi, vu l'actualité géopolitique et la direction que cela prend, on peut se dire que quelque part dans cette année, à un moment ou un autre, les entreprises américaines peuvent être impliquées davantage. Voilà, on va rester dans la nuance. Les entreprises américaines pourraient être impliquées davantage. Et donc là, forcément, les terres rares, c'est le Groenland. Graphite lithium, c'est le Groenland. Nickel, cuivre, zinc, c'est le Groenland. Hydrocarbures potentiels, c'est le Groenland. En offshore, bon, il va falloir aller le chercher, ça va prendre du temps. Pêche et produits marins, on s'en fout un peu, mais c'est quand même le Groenland. Pétrole, Venezuela. Réserves les plus importantes trouvées dans le monde, 303 milliards de barils. Gaz naturel, Venezuela. Or, bauxite, fer, nickel, Venezuela. Autres minéraux, diamants, Venezuela. Bon. Ce sont, forcément, on comprend pourquoi, ces deux territoires intéressent les États-Unis. Secteur du S&P 500 susceptible d'en profiter. Matériaux, technologie, énergie propre. Matériaux, technologie automobile, matériaux industriels, énergie. Consommation discrétionnaire, consommation de base, énergie, service public, matériaux industriels, matériaux, consommation discrétionnaire. En fait, c'est intéressant cette hiérarchie sectorielle parce qu'on cherche en fait quelque chose qui soit pas aussi cher que la tech. La tech en fait partie, oui, les terrains, mais la tech est très chère. Mais vous avez des secteurs, et notamment donc le secteur des matériaux, le secteur de l'énergie, mais aussi le secteur industriel qui sont moins chers, rappelez-vous, en termes de valorisation, en termes de PE de Schiller. Et donc ça peut être intéressant de se tourner vers les configurations techniques de ces secteurs. Je vais vous montrer par exemple, prenez le secteur des matériaux.
On est très loin de faire de nouveaux records. Le S&P 500, lui, vous le savez, fait de nouveaux records. Il est tout en haut, il est au piche. Mais le secteur des matériaux est encore tout en bas. Et imaginez que le secteur des matériaux, pour ses perspectives géopolitiques, arrive à faire un breakout de cette zone, un breakout similaire à celui-là. Derrière, ça part. Derrière, il y aura du potentiel de rattrapage. Le secteur de l'énergie, je vous en ai parlé dans le Top Gun. Alors le secteur de l'énergie, il faut faire très attention parce que lui, il est capé par ça. Mais imaginons qu'on arrive à rester dans cette compression et que finalement, ça finisse par faire un breakout haussier avec toutes ces compagnies pétrolières et parapétrolières américaines qui viendraient s'impliquer davantage dans ces deux territoires. À un moment ou à un autre, là, on se dit que s'il peut y avoir de l'upside, du rattrapage. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça pèse pas beaucoup. Ces secteurs ne pèsent pas beaucoup dans le S&P 500, mais peu importe, ils pèsent par eux-mêmes et il y a des valeurs qui sont à l'intérieur. Et d'ailleurs, sur TradingView, vous avez donc ces indices sectoriels que vous allez retrouver ici, secteur S&P 500, et prenez par exemple le secteur des matériaux, vous cliquez dessus, et là vous arrivez dans la partie composantes, et vous avez le classement des valeurs par market cap. Ça donne des stratégies d'investissement, un tas d'actions qui peuvent être intéressantes à les regarder sur le plan technique. Encore une fois, Groenland, Venezuela sont des États souverains. Ils n'appartiennent pas aux États-Unis, mais voilà. Je me suis dit, pourquoi pas réfléchir à l'idée que peut-être, sur un malentendu, les entreprises américaines s'y investissent davantage. Merci à toutes et à tous de votre attention et bonne semaine. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.